À 3h15, dans la Bourgogne occupée, un train de marchandises ralentit à 40 km/h et l'histoire se déchire au même endroit qu'une simple planche pourrie. Dans le wagon 12 du convoi 68, 100 prisonniers juifs sont entassés, sans air, sans place, sans fiture. Destination, Auschwitz, via Drancy. À l'intérieur, les prières se mélangent aux sanglots, au bois humide, à la peur qui colle à la peau comme une seconde chemise. Et puis, dans un virage serré au kilomètre 184 de la ligne Paris-Lyon, le sol cède. Pas un sabotage, pas une attaque, une anomalie stupide. Une latte affaiblie par l'urine, la condensation, la nuit interminable. Une silhouette mince glisse dans l'ouverture, tombe sur le ballast gelé, roule dans la neige, s'enfonce sur le talus et disparaît dans la forêt du Morvan. Personne ne crie, personne ne l'aide. Le train continue, comme si rien n'avait existé. Mais à 6h du matin, à Dijon, la mécanique nazie s'arrête net. On compte, on recompte. L'officier chargé du transport, Klaus Bogel, ne voit pas une vie en moins. Il voit une ligne qui ne tombe pas juste. L'asymétrie le rend malade. Pour lui, un prisonnier manquant n'est pas une fuite, c'est une erreur comptable. Et une erreur doit être corrigée. Il ouvre le dossier. Léa Kaufmann, 19 ans, étudiante. Une fille. Elle tiendra 6 heures avant de geler, lâche-t-il, persuadé d'avoir déjà gagné. Il se trompe lourdement, parce que Léa ne fuit pas seulement avec ses jambes, elle fuit avec une idée apprise derrière le comptoir d'une pharmacie. Si un chien te chasse, tu n'as pas besoin d'être plus rapide que lui, tu dois cesser d'être humaine pour son nez. Bogel fait venir son spécialiste, Lars, surnommé le loup, pisteur venu des forêts noires, un homme bâti pour lire la neige comme un livre. 2 chiens de Saint-Hubert l'accompagnent, des limiers capables de suivre une trace quand tout semble effacé. Bogel pointe la carte, trace mentalement des cercles, des probabilités, des vitesses. Lars, lui, ne regarde pas la carte, il regarde le sol, le sang figé, les pierres, l'air. Au départ du kilomètre 184, l'odeur est encore chaude dans la nuit froide. Les chiens tirent sur les laisses, gémissent, captent le cône invisible qui mène vers le Morvan. La chasse commence. Et quelque part dans cette forêt noire de givre, Léa se relève, blessée, trempée, le souffle coupé par la douleur, mais l'esprit étrangement clair. Son premier réflexe n'est pas de pleurer, ni de prier, c'est de penser. L'odeur, le métal du sang, l'acidité de la peur, la signature chimique qui crie « Je suis là ». Si elle ne l'efface pas, ils la reprendront avant même le lever du jour. Alors Léa serre les dents, étouffe un râle et transforme la forêt en laboratoire à ciel ouvert. Parce qu'elle a compris une chose, la guerre, parfois, se gagne avec une molécule. Le froid lui mord les chevilles comme une mâchoire. Léa s'arrache du talus, chancelle et une douleur sourde lui traverse l'épaule gauche. Quelque chose s'est déplacé, comme une porte sortie de ses gonds. Sa cuisse, elle, brûle sous le tissu déchiré. Elle ne s'autorise pas le luxe de vérifier longtemps. Dans sa tête, une seule phrase tourne, sèche, implacable. Ne laisse pas ton odeur raconter ton histoire. Le sang a ce parfum métallique et sucré que le vent porte loin, et la peur, elle, transpire sans demander la permission. Alors Léa avance à petits pas en retenant son souffle, non par courage, mais par calcul. Elle s'enfonce entre les troncs sombres du Morvan et au lieu de voir une forêt, elle voit des ingrédients. Des pins, résine et térébenthine naturelle. De la mousse, matière qui boit. De la tourbe, éponge noire. Des ruisseaux, ciseaux invisibles qui coupent une piste. Elle arrache une branche de pin, broie les aiguilles entre ses paumes déjà collantes et enduit sa peau de cette sève poisseuse qui sent fort, trop fort, exactement ce qu'il lui faut. Ce n'est pas une disparition, c'est un brouillage. Elle change de direction volontairement, marche vers le sud alors que tout son corps voudrait courir au nord. Parce qu'un traqueur cherche la logique, et Léa doit devenir illogique. À des kilomètres derrière, Klaus Bogel aligne le monde comme une équation.
Sur sa carte, il pose un compas au kilomètre 184, trace un cercle parfait, puis un autre. Blessé. 2 km par heure dans la neige. Rayon de 8 km. Fermez les passages, bloquez les routes. Sa voix est calme, presque satisfaite. Il croit enfermer une vie dans une géométrie. Lars, lui, s'accroupit près des taches vigées, touche la neige, renifle l'air, laisse ses chiens travailler. Leurs longues oreilles balaient le sol, soulèvent les particules invisibles. Il ne voit pas Léa. Il la lise. Quand Léa entend au loin les aboiements se répercuter entre les arbres gelés, son ventre se serre. Un instant, le vieux réflexe animal tente de prendre la commande. Panique, course, hasard. Mais elle le coupe net. Elle s'ordonne, analyse. Chaque pas écrase des herbes mortes, libère des sucs et fabrique une autoroute odorante. Il lui faut une ligne propre. Elle cherche un ruisseau et le trouve, une bande noire qui file sous des plaques de glace. L'eau est une lame. Elle y entre. Le choc la gifle, lui vole l'air et ses jambes se transforment en bois. Pourtant, ce supplice est une protection. Le froid retient les molécules, les enferme, les cloue. Léa marche dans le courant, contre lui, longtemps, jusqu'à sentir ses pieds disparaître. Elle sait pourtant que sortir sur la berge la trahira de nouveau. Alors elle repère un tronc carbonisé, vestige d'un vieil éclair. Elle en arrache des morceaux, les écrase en poudre noire. Le charbon, son père l'utilisait pour absorber les poisons. Ici, il doit absorber autre chose, la trace. Léa applique cette poussière sur sa plaie comme un pansement sale mais intelligent. Une serrure sombre qui étouffe le parfum du sang. Elle ne gagne pas du confort, elle gagne du temps. Et dans cette chasse, 1 minute vaut une vie. Le soleil de midi grimpe derrière un voile gris, et avec lui la température change imperceptiblement, assez pour trahir Léa. En montant vers une crête rocheuse afin de s'orienter, elle oublie une règle que son père lui répétait autrefois. L'air chaud monte et emporte les odeurs avec lui. Soudain, ce qui devait rester collé au sol s'élève comme une fumée invisible. En contrebas, Lars voit ses chiens relever la tête au même instant. Ils ne suivent plus la terre, ils boivent le vent. « Elle est en hauteur », murmure-t-il avec un sourire mince. Le cercle se resserre. Léa comprend son erreur quand les aboiements surgissent de 2 directions à la fois. Son cœur cogne, mais son esprit refuse de se dissoudre dans la peur. Courir droit serait offrir une cible. Elle bifurque vers un replat boisé et aperçoit une cabane de résignés à moitié enfouie sous la neige. Ce n'est pas un refuge sûr, c'est un pari désespéré. À l'intérieur, l'air est saturé d'odeurs chimiques, bois coupé, outils rouillés, solvants oubliés. Sur une étagère poussiéreuse, une bouteille de verre vert attire son attention. Quand elle la débouche, une vapeur âcre lui brûle les yeux. De la térébenthine pure. Son cerveau assemble les données avec une rapidité glaciale. Le nez d'un limier est une merveille, donc une faiblesse. Trop de signal détruit la lecture. Elle imbibe un morceau de tissu, en frotte légèrement ses vêtements pour attirer les chiens, puis se glisse dans le tronc creux d'un vieux châtaignier tout proche. L'espace est étroit, humide, vivant d'un silence oppressant. Les pas approchent, la mèche craque, la respiration animale se rapproche comme une scie lente. Léa retient l'air dans ses poumons jusqu'à la douleur. Le museau sombre d'un chien apparaît dans la fente du bois. Il inspire profondément. Derrière lui, Lars arme son fusil avec la certitude d'un homme qui croit la partie terminée. Léa serre la bouteille contre sa poitrine. Si elle échoue, tout s'arrête ici. Si elle réussit, elle achète encore quelques minutes au destin. Lars s'avance d'un pas, puis d'un autre, et le chien colle son museau à la base du châtaignier comme s'il pouvait y mordre la vérité. Léa attend l'instant précis, celui où l'animal aspire avant d'aboyer, quand tout son système s'ouvre pour capter la trace. Elle ne jette pas la bouteille sur Lars, ce serait mourir. Elle la fracasse au sol, juste devant le museau. Le verre explose en éclats verts et une nuée âcre jaillit, se mélange à l'air froid, s'accroche aux cristaux de neige. Le chien inspire et recule aussitôt, secoué d'une douleur incompréhensible.
Il gémit, éternue, se frotte le nez contre la neige comme pour effacer un feu intérieur. Le second limier tire en arrière, paniqué par cette odeur trop agressive. Lars perd une demi-seconde, juste une demi-seconde, et dans une chasse, c'est l'éternité. Son doigt se crispe, un coup part, la balle frappe le bois à quelques centimètres de Léa qui sent des échardes lui piquer la joue. Mais le chaos a fait son œuvre. Le cône d'odeur est brisé. L'air de la clairière est saturé, illisible. Léa rampe hors du tronc par l'autre côté, roule dans la neige, se relève en titubant. Elle court sans courir, aveuglée par les larmes, la gorge en feu, chaque respiration comme une lame. Derrière, Lars hurle des ordres, mais ses chiens ne peuvent plus travailler. Bogel arrive à son tour furieux et sa froideur se fissure. Elle a détruit les chiens, alors suivez-la à vue. Léa regarde ses bottes. Elle creuse des marques profondes, des preuves parfaites. Elle a neutralisé l'odorat, pas les yeux. Et maintenant, ce n'est plus une capture méthodique, c'est une rancune. Elle glisse dans une pente et tombe dans un buisson d'épines, reste immobile, écoute les voix se rapprocher. Puis une idée la traverse comme une étincelle, changer le décor. Le ciel s'alourdit, et son corps lui parle par la douleur de l'épaule, par la raideur des doigts. La neige revient. Si elle tient assez longtemps, le monde effacera ses traces. Léa aperçoit alors, au bas du vallon, une ferme isolée, une cheminée qui fume. Un piège possible, un salut possible. Elle choisit, parce qu'elle n'a plus le droit d'hésiter, et avance vers la lumière, en sachant que la pire chimie, parfois, n'est pas dans une bouteille, mais dans le cœur humain. Léa atteint la ferme en traînant sa jambe engourdie, chaque pas arraché à la neige comme une confession. Elle frappe une fois, puis s'effondre presque contre la porte. Une femme d'une cinquantaine d'années ouvre, visage durci par le vent et les saisons. Leurs regards se croisent et en une seconde muette, tout se pèse, le risque, la peur, la pitié. « Les Allemands arrivent », souffle Léa. La femme jette un coup d'œil vers la colline, où des silhouettes grises glissent entre les arbres. Quelque chose se ferme dans ses traits, puis elle saisit Léa par le bras et la tire à l'intérieur. Pas vers la cave, trop évident, mais vers un petit fumoir de pierre accolé à la cuisine. L'air y est épais, saturé de fumée, de sel et d'épices. Le fumoir cache les odeurs, reste derrière les jambons, ne tousse pas, murmure-t-elle avant de refermer. Léa se retrouve dans une pénombre brûlante qui lui pique les yeux. La fumée colle à sa peau, recouvre son parfum humain d'une couche âcre et protectrice. Elle s'accroupit, écoute son propre cœur cogner contre ses côtes. 10 minutes plus tard, des coups secs frappent la porte principale. La voix de Bogel traverse la maison, polie et glaciale. Il parle de traces de sang. La fermière répond sans trembler, invente une histoire de poules et de renards. Pendant ce temps, Lars contourne la cour avec son chien restant. La neige commence à tomber, fine, mais pas assez vite. Dans la sciure, près du fumoir, une goutte sombre trahit la fuite. Le loquet grince, la porte s'ouvre, Lars entre. La fumée lui mord les yeux, mais il avance lentement entre les rangées de viande suspendues, écartant les jambons avec le canon de son fusil. Léa retient sa respiration jusqu'à la brûlure. Elle sent qu'il approche avant de le voir. Puis, leurs regards se rencontrent au-dessus d'un baril. La distance est ridicule, 1 mètre à peine. Le monde se réduit à ses yeux pâles et à la bouche qu'il ouvre pour appeler les autres. Léa n'a ni arme ni espace pour fuir, seulement son environnement. À sa droite, un sac éventré laisse voir une poudre sombre. À sa gauche, un seau de cendre alcaline. Son esprit assemble la formule avec une clarté terrifiante. Quand Lars inspire pour crier, elle bondit et projette le mélange au visage. La poudre l'enveloppe, ses yeux se ferment sous la brûlure, sa gorge se bloque dans une quinte muette. Le fusil lui échappe. Léa saisit un jambon suspendu et, dans un mouvement bref, le laisse heurter sa tempe. Lars s'écroule sans un son. Le silence revient, épais,
fragile. Mais dehors, Bogel attend toujours, et le temps qu'elle vient de voler ne durera pas longtemps. Léa reste immobile une fraction de seconde devant le corps inerte de Lars, comme si son esprit refusait d'accepter ce qu'elle vient de faire. Puis la réalité la rattrape. Dehors, chaque seconde de silence devient suspecte. Bogel n'est pas un homme patient. Déjà, des pas résonnent dans la cour. Léa lève les yeux et aperçoit au-dessus des poutres noircies la large cheminée du fumoir. C'est une sortie absurde, presque impossible, donc parfaite. Elle grimpe sur les étagères glissantes, s'enfonce dans le conduit étroit. La suie chaude lui colle à la peau, s'infiltre dans sa bouche, masque son odeur sous une couche de fumée ancienne. Elle progresse en poussant avec le dos et les genoux, chaque mouvement arrachant une douleur aiguë à son épaule. En dessous, la porte s'ouvre brusquement. La voix de Bogel claque dans la pièce. Il voit Lars au sol, comprend l'embuscade, pivote sur lui-même, arme sa pistole. Il cherche un ennemi à hauteur d'homme. Il ne regarde pas vers le haut. Suspendue dans l'obscurité du conduit, Léa cesse même de penser. Un seul faux geste, une poignée de suie qui tombe et tout s'effondre. Elle atteint enfin le toit. L'air glacé la frappe comme une renaissance violente. Elle rampe sur les tuiles, se laisse glisser dans un amas de neige derrière la ferme et se relève, méconnaissable, couverte de noir des pieds à la tête. Au même instant, Bogel surgit dehors en hurlant des ordres. Mais la tempête, longtemps annoncée, éclate enfin. La neige tombe drue, avale le monde, efface les contours. Les traces de Léa disparaissent presque aussitôt derrière elle. Elle s'enfonce dans ce rideau blanc, consciente que la chasse change de nature. Elle n'est plus une fugitive anonyme, elle a frappé un officier. Pour Bogel, cela devient personnel. Pour survivre désormais, ses ruses ne suffiront plus. Elle a besoin d'alliés. À la lisière du bois, transie, ses pensées ralentissent sous l'effet du froid. Elle s'accroche à une idée précise. Les groupes de résistance ont besoin d'énergie, d'eau, de lieux cachés mais alimentés. Elle suit une ligne électrique improvisée qui serpente entre les arbres jusqu'à une vieille scierie près de la rivière. Des hommes armés surgissent de l'ombre. Léa lève les mains et parle avant qu'ils ne tirent. Elle offre ce qu'elle possède de plus précieux, sa mémoire des horaires de train allemand. Le chef du groupe comprend immédiatement la valeur de cette information, mais un coup de feu éclate en amont. Bogel a suivi. La scierie devient un champ de tension. Les résistants couvrent la fuite vers la rivière gelée. Léa court vers la surface blanche qui tremble sous ses pas, consciente qu'elle s'engage sur une frontière fragile entre la vie et le vide. La rivière gelée s'étend devant Léa comme une promesse fragile. Chaque pas qu'elle pose résonne d'un craquement sec sous la glace mince. Elle sent la vibration de l'eau vive en dessous, une pulsation sourde qui menace de l'engloutir. Derrière elle, les tirs éclatent autour de la scierie. Les résistants retiennent les soldats juste assez longtemps pour lui offrir quelques secondes d'avance. Puis Bogel apparaît à la lisière des arbres, silhouette massive découpée dans la tempête. Il la voit au centre du fleuve et comprend aussitôt le piège naturel. Il lui crie de s'arrêter. Sa voix n'est pas un avertissement bienveillant, mais une revendication. Il la veut vivante. Léa s'immobilise et calcule. Le poids, la surface, la pression. Elle se laisse tomber à plat ventre sur la glace, bras et jambes écartés, répartissant sa masse comme une feuille posée sur l'eau solide. Bogel, emporté par son obsession, s'élance sans réfléchir. Ses bottes frappent la glace avec violence. Des fissures blanches jaillissent sous ses pas comme des éclairs figés. Il est trop lourd, trop rapide. Léa voit les lignes de fracture converger vers lui. Le son arrive une fraction de seconde plus tard, une déchirure nette. La glace cède sous... La rivière gelée s'étend devant Léa comme une promesse fragile. Chaque pas qu'elle pose résonne d'un craquement sec sous la glace mince. Elle sent la vibration de l'eau vive en dessous, une pulsation sourde qui menace de l'engloutir. Derrière elle, les tirs éclatent autour de la scierie. Les résistants retiennent les soldats juste assez longtemps pour lui offrir quelques secondes d'avance. Puis Bogel apparaît à la lisière des arbres, silhouette massive découpée dans la tempête.
Il la voit au centre du fleuve et comprend aussitôt le piège naturel. Il lui crie de s'arrêter. Sa voix n'est pas un avertissement bienveillant, mais une revendication. Il la veut vivante. Léa s'immobilise et calcule. Le poids, la surface, la pression. Elle se laisse tomber à plat ventre sur la glace, bras et jambes écartés, répartissant sa masse comme une feuille posée sur l'eau solide. Boguel, emporté par son obsession, s'élance sans réfléchir. Ses bottes frappent la glace avec violence. Des fissures blanches jaillissent sous ses pas comme des éclairs figés. Il est trop lourd, trop rapide. Léa voit les lignes de fracture converger vers lui. Le son arrive une fraction de seconde plus tard, une déchirure nette. La glace cède sous Boguel. Son corps disparaît dans l'eau noire. Le choc le paralyse. Il tente de s'agripper au bord, mais la croûte se brise sous ses gants trempés. Ses yeux croisent ceux de Léa un instant, non plus froids, mais pleins d'une panique brute. Puis la rivière l'emporte sous la plaque gelée. Le trou béant se referme peu à peu de cristaux flottants. Léa rampe lentement jusqu'à la rive opposée, chaque mouvement contrôlé, refusant la panique. Quand ses mains touchent enfin la terre ferme, son corps commence à trembler violemment. L'adrénaline s'effondre et la douleur revient, massive. Des minutes plus tard, le chef des résistants la rejoint en utilisant la même technique. « C'est fini », lui dit-il. Mais Léa ne répond pas. Elle regarde la surface de la rivière qui se referme, incapable de croire que la chasse s'est arrêtée là. On la transporte vers un refuge sûr près de Lyon. Un médecin soigne sa plaie et son épaule. On lui donne une nouvelle identité, de faux papiers, une route vers le sud. L'Europe brûle encore et elle n'a plus de place où rester. Quand elle embarque sur un cargo à destination de l'Amérique du Sud, elle jette son manteau à la mer et murmure adieu à son ancien nom. Elle se convainc que Léa Kaufmann est morte dans cette rivière glacée. Mais certaines chasses ne se terminent pas avec la distance. Elles attendent, silencieuses, patientes pendant des années avant de reprendre. 10 ans plus tard, à Buenos Aires, la chaleur n'a rien effacé. Léa vit sous un autre nom, Elena Rossi, épouse respectable, mère attentive, silhouette discrète parmi la foule élégante de l'Avenida de Mayo. Elle s'est construit une vie méthodique, presque scientifique, routine fixe, gestes mesurés, souvenirs enfermés comme des produits dangereux. Un après-midi d'octobre 1954, assise dans un café, elle entend une voix allemande demander l'addition, une voix précise, tranchante, qu'aucune distance ne peut user. Son sang se fige. Elle tourne lentement la tête. L'homme a vieilli, marche avec une canne, une cicatrice barre sa joue, mais ses yeux sont les mêmes. Klaus Boguel la regarde, la reconnaît, et un sourire minuscule passe sur son visage. Il prononce son nom d'empreinte avec une politesse glaciale, évoque l'hiver français comme un souvenir partagé, puis disparaît dans la foule. À cet instant, Elena comprend que 10 ans plus tard, à Buenos Aires, la chaleur n'a rien effacé. Léa vit sous un autre nom, Elena Rossi, épouse respectable, mère attentive, silhouette discrète parmi la foule élégante de l'Avenida de Mayo. Elle s'est construit une vie méthodique, presque scientifique, routine fixe, gestes mesurés, souvenirs enfermés comme des produits dangereux. Un après-midi d'octobre 1954, assise dans un café, elle entend une voix allemande demander l'addition, une voix précise, tranchante, qu'aucune distance ne peut user. Son sang se fige. Elle tourne lentement la tête. L'homme a vieilli, marche avec une canne, une cicatrice barre sa joue, mais ses yeux sont les mêmes. Klaus Boguel la regarde, la reconnaît, et un sourire minuscule passe sur son visage. Il prononce son nom d'empreinte avec une politesse glaciale, évoque l'hiver français comme un souvenir partagé, puis disparaît dans la foule. À cet instant, Elena comprend que l'océan n'a rien terminé. La chasse a seulement changé de décor. Les jours suivants, un petit colis apparaît dans sa boîte aux lettres, un flacon de poivre noir et une note dactylographiée rappelant que la chimie laisse des traces. Ce n'est pas une menace directe, c'est un rappel calculé. Boguel ne veut pas la tuer rapidement,
Il veut l'observer vivre avec la peur. Elena pense à la police, mais les visages et les alliances qu'elle aperçoit dans le commissariat lui révèlent une vérité simple. Ici, elle est seule. Alors elle transforme sa vie en opération de contre-surveillance. Itinéraire variable, regard constant, leçons discrètes données à ses enfants sur la fuite et la lumière. Les années passent. Les messages cessent en 1990. Elle découvre ensuite la mort de Bogle dans un journal. Cancer des os, fin paisible. Aucune justice éclatante, seulement un silence amer. En 1998, un jeune historien retrouve ses traces à travers les journaux privés de Bogle, obsédé jusqu'au bout par l'anomalie Kaufmann. Il vient la voir, lui apporte la preuve écrite qu'il l'a reconnue comme son unique défaite. Pour la première fois depuis un demi-siècle, Elena raconte tout. Une expédition en Bourgogne retrouve la balle incrustée dans le vieux châtaignier et les résidus chimiques figés dans la terre. La science confirme son récit. Quand Elena voit la photo de la balle extraite du bois, elle ferme les yeux en paix. Peu après, elle meurt, en laissant son vrai nom réapparaître dans son avis de décès. Léa Kaufmann, pharmacienne, survivante. Dans le Morvan, un simple panneau marque l'endroit où l'intelligence a vaincu la force. Son histoire entre dans les manuels de survie comme une leçon froide et claire. La connaissance peut devenir une arme. Et parfois, elle suffit à traverser la nuit.